je me présente, Arthur Guérintur, je suis doctorant en géographie à l'Université de Lyon et depuis septembre, attaché temporaire à l'enseignement de recherche, ATER, à l'Université de la Sorbonne. Donc, comme l'a dit Jérôme Buridan, en effet, je travaille beaucoup sur les droits d'usage en forêt, dans la forêt usagère de la Teste de Bûche, au pied de la dune du Pilat, à côté d'Arcachon, sur le littoral atlantique, pas très loin de Bordeaux. Donc c'est le sujet de ma thèse que j'ai commencé en 2020. Et 2 ans après avoir commencé ma thèse, eh bien, un grand incendie est venu ravager les 3/4 de mon terrain de recherche, ce qui a légèrement changé la thèse, forcément, et ça a donné une nouvelle orientation à mes recherches, puisque j'ai beaucoup approfondi la question des risques incendies, vous l'imaginez. Ce qui fait que j'ai travaillé en parallèle de ma thèse, uniquement sur la forêt de la Teste, sur les incendies en forêt landaise, donc qui est une forêt récente, comme ça a été rappelé, par rapport à la forêt de la Teste de Bûche, qui est une forêt ancienne. Donc aujourd'hui, je vais parler surtout des incendies de 2022 en forêt landaise, dans cette forêt de plantation dont vous voyez ici une représentation avec cette futaie régulière. Là, on voit très bien la plantation de pins maritimes. Donc, on dit que c'est une forêt monospécifique parce qu'elle n'a qu'une essence. Le pin maritime, bon, on va voir que c'est plus complexe, qu'il y a d'autres essences que le pin maritime, mais c'est l'essence hyper dominante, le pin maritime, donc qui est cultivé pour la production. Donc là, vous voyez cet incendie qui a été très rapide et dont je vais parler à présent. Donc pour vous remettre euh, dans l'esprit, dans l'ambiance de 2022, donc il y a eu un incendie qui s'est déclaré le 12 juillet à la Teste de Bûche, donc ça c'est mon terrain de recherche qui est ici. Et le même jour, il y a eu un incendie à Landiras, donc beaucoup plus à l'est, au cœur du massif landais. Cet incendie, donc ces 2 incendies concomitants, ont causé l'évacuation de 37 000 personnes au total. Alors il faut rappeler les conditions. Il y avait un record de chaleur qui avait été battu localement, puisqu'il avait fait 43 degrés Celsius en juin à Belin-Bélier, donc Belin-Bélier qui est juste là, Belin-Bélier, voilà. Et il y avait un taux d'humidité très très faible. Il y avait très peu plu dans les mois précédents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu l'Andiras 1 et l'Andiras 2. C'est comme ça que voilà, dans les médias on en parlait, parce que l'Andiras 1, ça fait un peu l'ASCO 1, l'ASCO 2, mais l'Andiras 1, c'était l'incendie qui a eu lieu en juillet. Et cet incendie a continué dans le sol, parce qu'il brûlait de la tourbe, de la matière organique, et il a ressurgi début août, et c'est ce qu'on a appelé l'Andiras 2. Et donc au total, c'est 32 000 hectares de forêt qui ont brûlé cet été. Si on ajoute à ça l'incendie de Somos à l'ouest de Bordeaux, qui a brûlé finalement 4 000 hectares à lui seul. Bon, alors je m'excuse de mettre une carte du point, mais en fait c'est vrai que j'avais mis cette carte parce qu'elle était assez claire sur les différents noms, mais il faudrait peut-être que je la change, en faire une moi-même, ça serait peut-être mieux. Donc, ma recherche en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Au bout de 3 ans de contrat doctoral, j'ai dit au ministère de la Transition écologique que ça serait vachement chouette qu'ils puissent financer des recherches sur les incendies pour comprendre comment ça se fait qu'il y a eu des incendies aussi importants dans la forêt des Landes. Il m'a dit, ah bah oui, oui, bien sûr, on va vous financer. Et donc, on a pu mener des recherches là pendant une année, entre 2023 et 2024, avec les géographes de Bordeaux.
Et donc, c'est ce que j'ai appelé voilà, le programme au-dessus, qui nous a permis de mener plein d'entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire, donc évidemment les maires des communes touchées, et les différents services qui ont été mobilisés pendant l'incendie, donc les pompiers, les services de l'État, voilà, les DTM, mais aussi les acteurs économiques, hein, les coopératives forestières dont on va parler, les propriétaires forestiers, mais aussi les militants écologistes, les habitants de longue date et les habitants récemment arrivés, on va voir. Et à cela, on a fait une revue de presse, euh, une analyse euh, des incendies dans la presse, notamment avec le quotidien régional Sud-Ouest, et aussi le point de vue des sylviculteurs à travers l'analyse du bulletin du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Alors d'un point de vue théorique, je reviens sur ce que j'ai mis au début. Moi, je m'inscris donc en géohistoire, mais alors pas tellement par le prisme de la biogéographie, mais plutôt par le prisme de l'étude des conflits sociaux, politiques, économiques en forêt. Et là, je reprends cette notion de Laurent Lespée qui considère justement l'environnement comme une nature hybride et qui est une notion comme la nature hybride pour dire que voilà, on a des socio-écosystèmes, voilà, qu'on a vu que c'était compliqué de chercher une forêt vierge absolument et que finalement bah, il y a toujours des systèmes sociaux anthropiques qui sont entremêlés avec des systèmes naturels et donc cette notion de nature hybride je trouve s'applique parfaitement bien à la forêt landaise qui est une forêt, on va le voir, dite artificielle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est souvent considérée, mais en tout cas, qui est une forêt, justement, qui voit s'entremêler des enjeux environnementaux et sociaux très importants. Alors, quelle est la problématique de cette recherche? Eh bien, trois questions que je vais développer, en tout cas mon propos va s'articuler autour de ces trois questions. C'est en quoi ces incendies de 2022 obligent les acteurs de la forêt à remettre en question leur pratique et leur représentation du massif des Landes. Comment les politiques de prévention du massif landais sont-elles au service d'un modèle économique, hein, un modèle économique ici productif dans le cadre des Landes et dans quelle mesure les aménagements réalisés suite aux grands incendies de 1949 sont-ils remis en cause par les incendies de 2022? Oui, parce qu'en fait, il y a déjà eu des incendies par le passé dans cette forêt, et en particulier en 1949. Je vais en parler justement, qui sont des très grands incendies. Et suite à ces grands incendies, on a mis en place tout un réseau de pare-feux. C'est ce que j'appelle les politiques de prévention du massif. Et justement, ces pare-feux ont montré leurs limites, puisque beaucoup ont été franchis. Et aujourd'hui s'ouvre un débat sur quid de la suite en forêt landaise, avec une politique de prévention défaillante. Et c'est aussi pour ça que le ministère était intéressé par cette recherche, parce que ça pose évidemment une question politique, économique importante. Pour le massif des Landes de Gascogne qui a un poids économique important à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale. Donc là, vous voyez de nouveau une photo avec on voit très bien hein, ces pins plantés en ligne et qui sont roussis par le passage du feu. Et là, au premier plan, là, on voit une coupe rase. Là, on voit une coupe rase parce que c'est le mode d'exploitation de la forêt landaise par coupe rase, c'est-à-dire ce qu'on appelle une coupe à blanc ou coupe claire, de couper l'intégralité de la parcelle, euh, euh, voilà, et de la renouveler ainsi de suite. C'est assez simple comme mode d'exploitation. Alors le terrain que l'on a étudié dans cette enquête, c'est le sud du département de la Gironde que je vais décrire. Donc là, avec le carton, on voit que c'est exactement c'est le territoire touché par l'incendie. Donc vous voyez là qui est en grisé.
extrait cartilagé. Donc on a le bassin d'Arcachon là, qui est un peu à l'ouest, Bordeaux qui est juste au nord, et voilà, c'est ce territoire-là qui est situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, à la limite avec le département des Landes, donc on est vraiment au cœur du massif. Et c'est un territoire qui est très peu dense du fait de son histoire, puisque la forêt landaise, souvent je dis aux étudiants, c'est un peu un oxymore de parler de forêt landaise, parce que les landes, quand on parle des landes en Écosse, c'est pas des forêts, les landes c'est des espaces marécageux, des zones humides, des zones ouvertes, et c'est ce qu'étaient les landes par le passé. Vous avez ces images de bergers, enfin des images très iconiques de bergers sur des échasses avec du pastoralisme extensif et leurs moutons. Donc c'était ça les Landes jusqu'au milieu du 19e siècle, et à partir de 1857, eh bien, Napoléon III a décidé de mettre en culture, de boiser ces landes pour en faire la première forêt d'Europe. Donc ça a été rappelé aussi sur la géohistoire, et ça permet aussi de redire que évidemment il faut toujours regarder par le prisme historique l'évolution des paysages. On parlait de la Champagne justement qui est passée d'une forêt des champs, là c'est le contraire, on est passé de marécages à des forêts. Et donc, du fait de l'implantation, du fait de l'occupation de ce territoire qui était très peu dense, de cette histoire du pastoralisme avec uniquement un habitat groupé, on était jusqu'à récemment dans le massif des Landes sur une densité de population parmi les plus faibles de France. Sauf que voilà, on est quand même à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, dans un territoire rétro-littoral, derrière-pays, par rapport au bassin d'Arcachon, et le sud-ouest et la région bordelaise sont des territoires attractifs, et donc c'est un territoire qui se périurbanise progressivement, qui passe d'un territoire rural à du lointain périurbain. Vous avez l'autoroute de l'Espagne qui passe à proximité de Belin-Bélier. Donc, en 45 minutes, vous êtes aux portes de Bordeaux, ce qui fait que vous avez beaucoup de populations qui sont arrivées, des lotissements qui se sont construits à partir des années, on le voit là sur le graphique de la population communale de Belin-Bélier, surtout à partir des années 90 et 2000, à un moment donné où justement l'agglomération bordelaise devenait saturée en termes de prix immobilier, ainsi que le bassin d'Arcachon. Et donc ces territoires-là se périurbanisent, ce qui a évidemment des conséquences sur l'incendie, puisqu'il y avait beaucoup plus de population à risque. Donc là vous voyez sur la carte, j'ai dit 32 000 hectares, donc c'est 3 fois la superficie de Paris, pour que vous ayez à peu près une représentation de ce que ça représente, et aucun mort. Alors justement, comment il peut y avoir aucun mort? C'est à cause de cette très faible superficie. Vous voyez ces vastes étendues qui sont présentées en orange, il n'y a pas d'habitat, il n'y a aucune maison. Là, il y a un petit hameau au milieu, la loué, qui a échappé aux flammes parce qu'il a été vraiment protégé par les pompiers. Mais sinon, ça fait très peu de dégâts sur les bâtiments. Il y a quelques granges qui ont été détruites, mais finalement, assez peu de dégâts par rapport au nombre, enfin par rapport à la superficie de forêt qui a brûlé. Alors, peut-être donner quelques explications sur le feu, parce que c'est là ce que vous venez de voir, en fait, là en orangé, c'était le feu le plus rapide de l'histoire de France, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de forêts qui ont brûlé en aussi peu de temps. C'est pour ça qu'il était très dangereux. C'était ça, selon les pompiers, qui faisait que ce feu était très dangereux, parce qu'il était très rapide. Alors, pourquoi ce feu était rapide? Alors, les explications des écologues recoupées avec les observations des pompiers, c'est que la structure de la forêt landaise, donc d'une forêt cultivée de pins maritimes, est une structure qui favorise la propagation du feu.
Et ce pour trois raisons. Parce que la plupart des pins maritimes du Sud-Gironde avaient entre 10 et 20 ans d'âge à cause de la tempête Klaus de 2009. Alors peut-être revenir aussi en arrière. En 2009, on a une très grande tempête, appelée la tempête Klaus, qui a mis à terre beaucoup de pins maritimes, ce qui fait qu'on a replanté immédiatement après. Et en 2022, eh bien, la plupart de ces arbres eh bien, avaient 12 ans. Or, les écologues nous disent que c'est justement quand un pin maritime a entre 10 et 20 ans d'âge eh bien, qu'il présente le plus de risques. Pourquoi? Parce que quand le feu démarre, si il rencontre des petits arbres, eh bien, finalement, il ne va pas avoir assez de matière pour devenir un très grand incendie. Et donc, il va pouvoir être arrêté assez rapidement. Si les arbres ont plus de 20 ans d'âge, il va avoir tellement de matière qu'il va être stationnaire. Le feu va rester le temps de manger, en quelque sorte, toute la biomasse qu'il doit brûler. C'est exactement ce qui s'est passé en forêt de la Thèse de Buch, qui est une très ancienne forêt avec énormément de biomasse. C'est pour ça que ça a créé des épais panaches de fumée, parce qu'il y avait une biomasse accumulée très importante qu'il a fallu que le feu a brûlé pendant tout l'été. Et là, finalement, entre 10 et 20 ans d'âge, le feu a suffisamment de matière pour continuer, mais pas assez pour l'arrêter. Vous voyez, c'est ça qui fait que cet âge-là est critique pour un incendie. Deuxième caractéristique, eh bien, l'absence de strates arbustives intermédiaires qui favorise ce qu'on appelle dans le jargon technique des pompiers les feux roulants. Ce qui fait que, comme vous a montré monsieur Lurinan sur les strates, enfin, je crois que ça a été montré sur les différentes strates arbustives, en fait, il y a quasiment pas de strates arbustives dans la forêt intermédiaire, dans la forêt landaise, puisque comme c'est une plantation, eh bien, ça crée des couloirs de feu qui permet au feu justement d'être assez rapide. Il n'y a pas de végétaux intermédiaires qui peut l'arrêter. Et troisième, ce qu'on appelle voilà, le feu roulant, donc plutôt au sol. Et troisième caractéristique, eh bien, c'est une forêt monospécifique. Ce qu'on appelle une forêt monospécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une essence, ou en tout cas une essence hyper dominante, qui est le pin maritime. Or, le pin maritime, alors là justement il y a des controverses scientifiques sur est-ce que le résineux est plus ou moins inflammable. Alors bon, les écologues quand même disent oui, que le résineux est plus inflammable, mais il y a eu des controverses à ce sujet-là pendant l'incendie, mais je vous expliquerai pourquoi. C'est que le résineux étant plus inflammable, eh bien il va transformer ce qu'on appelle le feu de surface en feu de cime, c'est-à-dire que le feu qui est au sol, eh bien va grimper beaucoup plus rapidement en haut. Et donc, quand il est parti en haut, ça devient un très grand incendie. Et donc, ça brûle en bas et en haut, et ça va vite. Voilà, ça c'est la caractéristique du feu de Landiras. Là, par exemple, sur les photos que vous voyez, c'est des endroits où il n'y a eu qu'un feu roulant, puisqu'on voit que ça a brûlé intégralement en bas, mais que ça n'a pas touché, ça n'a pas été un feu de cime. Donc c'est aussi ça que j'ai essayé de faire dans ma thèse sur la question sur le terrain de la thèse de Buch, montrer que quand on dit qu'il y a 32 000 hectares qui ont brûlé, souvent les gens pensent que c'est la Lune après, alors que justement il y a beaucoup de nuances en fait finalement dans un incendie. Il y a des endroits qui sont très très brûlés, des endroits très brûlés, un peu brûlés, voire des endroits où juste le feu a léché la visière. Donc on a fait une carte de l'incendie de la Teste pour montrer justement la diversité d'un incendie et montrer qu'un incendie est plus complexe d'un point de vue spatial. Alors, à qui la faute? On pourrait dire à qui la faute. En tout cas, c'est ce qui est tout de suite ressorti immédiatement après l'incendie, dès le mois d'août 2022, dans le débat public local. C'est à qui la faute cet incendie? Alors, je mets de côté l'hypothèse pyromane, voilà, du pompier pyromane, qui est une figure médiatique. Qui est brandi un peu comme un épouvantail et bon, qui ne permet pas vraiment de penser en termes de structure ou de modèle, puisque
ça suppose en fait que ça serait juste un fou qui mettrait le feu et bon justement je trouve que c'est une figure qui empêche de penser. Donc hormis cette question du pyromane, voir quelles sont les responsabilités de l'incendie. Et ce qui est ressorti dans le débat, donc il y a eu des débats qui ont été organisés avec la population locale par les mairies, donc, dans lesquels je me suis rendu. Donc je vous mets deux extraits d'entretiens qui ont pu être dits pendant ces moments collectifs. Vous avez un sylviculteur qui dit bah voilà, les lotissements sont construits trop près de la forêt. Voilà, les fameux lotissements construits depuis les années 2000 ont été construits trop près de la forêt. Et c'est pour ça, parce que les gens font des barbecues dans leur jardin, que avec une braise, eh bien, le feu peut partir tout de suite. Ce qui est vrai en effet, puisque c'est bien la présence humaine, les pratiques qui sont les causes premières des départs d'incendie. Pour regarder, plus il y a d'habitat, ben, c'est là où il y a le plus de risques d'incendie, donc surtout dans les couronnes périurbaines. Mais une habitante de ces fameux lotissements, justement, à Austin, se dit, mais non, c'est que les pins sont plantés trop près des habitations. Et alors là, bon, pour un géographe, c'est génial, parce que vous avez un conflit spatial qui met face à face les lotissements et les pins. Donc, qui est construit trop près de qui, ou qui est planté trop près de qui Et en fait, la question centrale de cette responsabilité, c'est plutôt l'espace en fait entre la forêt et le lotissement. Et donc le journal Sud-Ouest, j'allais dire, s'étonne, voilà, le 16 septembre, dit dans de nombreuses rues et petits lotissements, lorsque l'on observe l'état des lisières et parcelles à quelques mètres seulement des logements, on se demande comment il n'y a pas eu plus de dégâts sur l'habitat. Alors oui, en effet, c'est une surprise, puisque comme il y a, alors on verra qu'il n'y a quasiment pas de lisière, il n'y a pas de lisière, c'est-à-dire alors on va voir c'est compliqué à définir parfois la lisière, mais il n'y a pas d'espace laissé nu, ce qui est le principe du pare-feu, c'est-à-dire laisser un espace non planté et qui ne soit pas non plus enfriché, parce que bon, enfriché, ça veut dire qu'il y aurait quand même de la matière à brûler, c'est-à-dire un espace qui provoque une discontinuité pour le feu. Voilà, c'est ça qu'on définit comme lisière. C'est vraiment un espace suffisamment large entre le massif forestier et l'habitat dans la politique de gestion des risques. Donc on pourrait se dire, bah tiens, voilà, il pourrait y avoir voilà, on pourrait se dire, les sylviculteurs et les habitants pourraient se mettre d'accord, et d'ailleurs se sont mis d'accord, ils sont tombés d'accord sur le fait de, bah oui, voilà, il faut laisser un espace. Sauf que la question, c'est qui fait le pas en arrière? Est-ce que c'est le sylviculteur qui dit, bon, bah d'accord, je veux bien sacrifier quelques pins, et sur ces quelques pins, vous mettez un pare-feu, vous mettez votre lisière, ou alors est-ce que c'est le promoteur immobilier qui dit, oui, mais vous inquiétez pas, on va réduire les jardins et les projets de construction, et on va aménager le pare-feu. Alors évidemment, aucun acteur ne souhaite faire le pas en arrière, et donc là, on se retrouve sur un conflit. Alors, comment essayer de surmonter pour la filière bois, qui était justement au cœur des critiques durant l'incendie, mais il s'est dit, on va faire un bocage. Alors, c'est très surprenant, parce que les Landes ne sont pas du tout une région de bocage. D'ailleurs, même le concept, la réalité du bocage nous est étrangère en forêt des Landes, parce qu'il n'y a pas de voilà, le bocage, ça n'évoque pas un paysage très reconnaissable et très identifiable comme en Normandie ou en Bretagne. Donc l'INRAE avec Alliance Forêt Bois a lancé un programme qui s'appelle Bocage, et qui, je cite, entend être une solution pour permettre aux écosystèmes forestiers de faire preuve de résilience et de résistance tout en augmentant leur productivité. Là, vous voyez bien la tension qu'il y a entre les enjeux écologiques et économiques qui sont mis finalement ensemble dans une même phrase. Résilience, on l'a vu, de l'ordre dans le champ de l'écologie. Donc la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est pour un écosystème la capacité à surmonter un choc, une catastrophe, mais de l'autre côté, on est du côté de la résistance. Alors qu'est-ce que c'est que la résistance finalement? Résistance tout en augmentant leur productivité. Donc là, oui, on rappelle bien quand même que la finalité est économique. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà, c'est
cette solution, cet aménagement qui essaie d'être écologique et économique à la fois. Concrètement, il s'agit d'augmenter l'hétérogénéité des paysages et peuplements forestiers via l'installation de haies composées de diverses essences. Ainsi, les lisières permettent aux plantations de pins maritimes d'être davantage protégées des aléas tels que le vent, les incendies ou les attaques de ravageurs, assurant à plus long terme la production de bois. Donc on a vu tout à l'heure avec M. Murinan qu'il était important d'avoir une diversité forestière, je ne sais pas si ça a été dit, mais en tout cas, que la diversité forestière augmentait la résilience aux catastrophes. Ça, c'est montré et ça a été largement démontré par la science écologique. Et donc, que propose eh bien, Alliance Forêt-Bois, donc la coopérative forestière, qui est l'acteur économique premier de gestionnaire de la forêt, eh bien, de planter des feuillus qui, en effet, peuvent servir, qui peuvent ralentir d'une certaine façon les incendies, qui introduit de la mixité d'essence, sauf que ils le font en haies. Et en fait, et c'est là où en fait il y a un peu une sorte de confusion, là aussi spatiale, entre la haie, la lisière et le pare-feu. En fait, là, en fait, il y a une sorte de confusion sur les termes, sur ce qu'est une lisière. Une lisière, je vous ai dit, c'est un espace qui est laissé nu. Or, on nous dit, voilà, le programme bocage, c'est une lisière de haies. Donc là, on sent qu'il y a une confusion. Et évidemment, si on met une haie de feuillus, il n'y a pas de perte y a pas de perte pour la sylviculture, parce qu'il s'agit juste en fait de planter des feuillus en bordure de parcelles, et ce qui fait que la plantation est conservée. La plantation de pins maritimes est conservée. Donc ce qui est assez marrant sur les premiers essais, en tout cas exploratoires, en fait, c'est voilà, quand vous êtes de l'extérieur, vous avez l'impression que c'est une forêt de chênes. En fait, il suffit de passer derrière la haie, et en fait, vous avez la plantation de pins maritimes qui est intacte comme nous la connaissons. Donc finalement, on pourrait se dire, tiens, il y a un consensus sur une politique d'aménagement lisière, mais c'est plus complexe que ça, puisque la filière forêt-bois a trouvé ce système-là de haies diversifiées plutôt que de laisser un espace vacant entre l'habitat et la forêt. Donc on voit qu'il y a une contradiction de la filière bois qui cherche à la fois à être écologique tout en conservant le modèle productif économique, qui parle de forêts mosaïques, diversifiées et résilientes. Donc là, pour ceux qui connaissent les acteurs de la filière bois, c'est tout à fait nouveau, parce qu'en fait, c'est pas du tout une profession qui est considérée comme ayant comment dire, qui est au contraire, c'est plutôt construite dans la critique des écologistes. Il y a vraiment une très forte opposition entre la critique écologiste et les sylviculteurs dans le sud-ouest. Et donc c'est assez étonnant, en fait, c'est pour vous dire que c'est assez étonnant d'entendre la filière bois utiliser des concepts qui viennent de l'écologie en parlant de forêt mosaïque, diversifiée et résiliente. Donc là, il y a un vrai tournant, on pourrait dire, après 2022, dans le vocable, dans le discours employé par la filière bois. Alors, évidemment, les écologistes disent oui, non, mais c'est du greenwashing, évidemment. Bon, voilà. Évidemment, là aussi, il y a des contre, des attaques. Pour vous dire quelle était la position historique de la filière bois des sylviculteurs du Sud-Ouest, qui est assez bien résumé en fait dans cet extrait de leur bulletin en 2017. La seule chose qui pousse correctement sur ces sols, c'est le pin maritime, parce que c'est un milieu acide et que le pin maritime est la seule essence qui puisse pousser. Sur le littoral, cet arbre était déjà utilisé pour fixer les dunes, ça a été rappelé. À l'intérieur de terre, il est la solution idéale pour drainer l'eau des marécages, responsable de la propagation du paludisme. Rapidement, le pin maritime sort de la misère, cette région malsaine où subsistait un agropastoralisme pauvre et archaïque. Alors moi, je trouve ça génial, cette citation, parce qu'en fait, quand on lit les archives du 19e siècle, les discours des ingénieurs qui sont venus drainer, justement, aménager ce massif,
on retrouve en fait cet imaginaire de la mission civilisatrice de la forêt qui va sortir la région agro-pastorale, pauvre et archaïque. Enfin, je trouve que c'est assez fascinant ce continuum historique de l'imaginaire d'une forêt salvatrice. Pour reprendre le titre d'un ouvrage justement très à ce sujet. Et donc, vous voyez que que la filière bois et les sylviculteurs, on parle de forêt diversifiée, résiliente, après les grands incendies, et là, il y a un changement à 360 dans le discours. Alors, je sais pas, voilà, en tout cas, c'est un discours qui s'ajoute, ce qui fait que entre les propriétaires historiques du syndicat des sylviculteurs et la coopérative forestière qui emploie des termes comme forêt mosaïque, en fait, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des tensions en interne, que des propriétaires forestiers qui sont contre le fait qu'on mette des feuillus. Parce que pour eux, il ne faut pas qu'il y ait autre chose que du pain maritime, parce que ça remettrait en cause, eh bien, en quelque sorte, le monopole du pain maritime sur le massif des Landes. Alors, ça, c'est la réponse, j'allais dire, écologique, en termes vraiment d'aménagement écologique. Il y a une autre réponse qui est une réponse que je qualifierais de sécuritaire, c'est-à-dire que le département, avec ce qu'on appelle la DFCI, j'en parlerai après, la défense contre les feux de forêt, a décidé de mettre en place des caméras et de faire appel à l'intelligence artificielle pour détecter les feux de forêt. Là aussi, il y a des controverses sur cette solution technique, parce que finalement, ça permet de, certes, peut-être mieux détecter les départs de feu, mais il n'y a pas eu de démonstration que ça a arrêté les feux. Et c'est là où justement il y a un peu une tension et que c'est une solution qui a été trouvée un peu dans l'immédiat après les incendies sur la demande des sylviculteurs, parce qu'il y avait une très forte demande de sécuriser le massif. Donc c'est une réponse qui vise à sécuriser, on peut dire, les craintes de la part des propriétaires, mais qui ne permet pas concrètement d'arrêter le feu. Mais en tout cas, ces mesures techniques de caméras ultra développées, après les grands incendies de 2022, moi, ça m'a remis dans les archives. C'est toujours bien de faire des allers-retours comme ça entre le présent et le passé, parce qu'en fait, quand on regarde les archives de 1949, c'est exactement les mêmes craintes. C'est-à-dire que les propriétaires disent en 1949, quand ils sont touchés par les grands incendies de l'été 49, qui ont fait quand même 82 morts, 25 000 hectares de forêt brûlée, il faut nous protéger, il faut protéger la forêt, et c'est la technique là aussi qui va l'emporter. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve exactement un peu la même controverse, où il y avait pourtant quelques voix, notamment le géographe Louis Papy, qui disait non, il faut mettre des feuillus, il faut introduire des feuillus, mettre de la diversité. Donc ça, à l'époque, c'était ce qui était conseillé, parce qu'on sait que la diversité des essences permet de contenir l'incendie. Et pourtant, c'est pas du tout ce choix-là qui va être fait. Ça va être un choix technique d'aménagement préventif du massif landais, où le massif va être quadrillé en pare-feu, donc des pare-feux en fait en pistes forestières qui permettent d'arrêter le feu. Donc c'est ce que rappelle Christian Pinaudot dans son livre Échec au feu de forêt. Suite aux grands incendies, devant l'ampleur des travaux de reconstitution des forêts, les rôles sont séparés, donc aux associations de DFCI, donc ça ce sont des associations de propriétaires forestiers. Ils vont travailler sur la mise en valeur du territoire avec ces pare-feux, et aux sapeurs-pompiers la lutte active. Donc il va y avoir un duo comme ça qui se met en place dans le massif landais. Ceux qui s'occupent de la prévention, ce sont les propriétaires forestiers, en aménageant des pare-feux, en quadrillant le territoire, et quand il y a un feu qui se déclenche, c'est aux pompiers de lutter activement. Ce qui permet justement de poursuivre la production de pain maritime. On nous dit le repeuplement de pain maritime s'intensifie suite à cette politique. Donc le couple prévention-lutte active prouve son efficacité par la diminution de la superficie moyenne brûlée par incendie sur le massif forestier des Landes de Gascogne. Et c'est ça qui donne raison en quelque sorte aux sylviculteurs jusqu'à 2022, c'est qu'en fait cette politique de prévention
de politique de prévention alliée à la lutte des pompiers est très efficace. Ça permet de rentrer au cœur du massif très rapidement. Là, vous avez un exemple, voilà, de à quoi voilà ce que c'est qu'une passe. Une passe, donc voilà, en forêt, qui est avec des points d'eau. C'est très efficace puisque les pompiers arrivent à éteindre le feu très vite. Donc, en effet, comme c'est dit, il y a très peu de surface brûlée en forêt landaise entre 1950 et 2022. Ça n'empêche pas les départs de feu, bien au contraire. C'est là où je vous mets aussi cet extrait-là, qui peut sembler un peu paradoxal. Selon lui, la multiplication des moyens de lutte n'est pas la solution la plus efficace. Donc ça aussi, c'est très important dans le discours des propriétaires, puisque c'est important d'avoir la prévention. La lutte ne peut pas être optimale. Le seul département de la Gironde compte 1500 départs de feu par an, alors que la région PACA n'en compte que 600 par an. Alors on se dit, ah oui, d'accord, donc la Gironde brûle beaucoup plus. Or, le sud-ouest présente moins de surface forestière brûlée. Donc, pourquoi cet argumentaire? Pour dire justement que la politique de prévention de la DFCI est beaucoup plus efficace qu'en région PACA, où il n'y a pas cette politique mise en place. On pourrait dire aussi que pour des questions géographiques, les massifs forestiers méditerranéens ne sont pas les mêmes, et c'est pas du tout aussi la même finalité, parce que les massifs méditerranéens, justement, brûlent régulièrement. Il y a des petits incendies chaque année, c'est dans le Var, par exemple, typiquement. Sauf que ce que nous disent les écologues, c'est qu'il vaut mieux qu'une forêt brûle régulièrement pour pouvoir se régénérer, et que le fait d'arrêter à chaque fois l'incendie, en fait, le fait de ne pas qu'une forêt ne brûle jamais, ça augmente la probabilité qu'il y ait un grand incendie. Ça peut sembler un peu paradoxal. Il vaut mieux qu'une forêt brûle un petit peu de temps en temps, comme ça évitera un grand incendie, plutôt que de ne jamais brûler, parce que là, quand un feu va démarrer, alors là, tout va partir. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé en 2022. C'est que comme la forêt landaise ne brûle quasiment jamais, puisque pendant 70 ans, on a toujours arrêté le feu, et quand c'est parti, on n'a pas pu l'arrêter. Ça c'est revenu beaucoup dans les discours des acteurs. Donc là, vous avez par exemple un pare-feu qui a joué plus ou moins son rôle, puisque il y a une partie qui est entièrement brûlée et l'autre qui a été conservée. Mais c'est pas le cas partout, puisque beaucoup de pare-feux ont été franchis. Donc, les critiques adressées à la forêt landaise montent en puissance, on pourrait dire, dans la région. Alors, il y a une critique qui est très ancienne et qui vient de la sylviculture alternative, qu'on pourrait qualifier d'écologiste, donc avec des acteurs comme l'association ProSylva, le RAF, le réseau d'alternatives forestières, ou Forêts Vivantes, qui sont une autre association dans le sud de Gironde. Mais ça, c'est une critique, on va dire, assez ancienne et bien située. Mais il y a une nouvelle critique, c'est plutôt celle-là qui nous a intéressés, c'est la nouvelle critique qui provient des habitants de la forêt du sud Gironde, qui n'ont pas le même rapport à la forêt. Et c'est là où on a pu voir dans nos entretiens qu'il n'y avait pas le même rapport à la forêt dans la population, que vous soyez une population nouvellement arrivée depuis les années 90, les fameux lotissements qui se sont construits depuis les années 90, ou que vous soyez justement beaucoup plus ancrés, typiquement comme les propriétaires forestiers landais, qui n'ont pas du tout le même rapport à la forêt. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir plutôt des périurbains, donc qui vont envisager la forêt beaucoup plus comme un espace de loisirs récréatifs, qui ont un mode de vie urbain, parce que forcément, comme ils ont des mobilités pendulaires, ils passent autant de temps en ville que chez eux, et qui envisagent davantage la forêt comme la consommation d'un paysage. On pourrait dire ça rapidement. Et de l'autre côté, vous avez des familles notables locaux, propriétaires forestiers, qui envisagent la forêt davantage d'un point de vue productif, qui revendiquent un mode de vie rural. On va voir que c'est aussi parfois plus complexe, c'est parfois revendiqué, mais parfois c'est des gens qui habitent en ville aussi, et qui envisagent la forêt davantage comme la conservation d'un héritage à transmettre, évidemment. Bon, là, je vous ai mis une petite caricature juste après, ou sur la forêt landaise qui est ravagée, et donc c'est pareil, ils demandent si les pins auront repoussé pour cet été. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut beaucoup rire. Dans le sud-ouest, parce que évidemment, il y a une forte opposition qui est marquée entre urbains et ruraux, parfois exagérée, avec aussi une certaine forme de mise en scène.
mais qui a quand même des conséquences, et comme dit, il n'y a pas de fumée sans feu, et qui vient par exemple de tribunes comme celle-ci, hein. Donc là, c'est Francis Allais, donc on a rappelé les forêts primaires. Donc bah voilà, là, l'un des rêves de Francis Allais, c'est de reconstituer une forêt primaire en Europe. Donc on a vu que c'était compliqué de reconstituer une forêt primaire. Mais ils ont dit que la forêt des Ardennes est une forêt assez ancienne et qu'on pouvait la labelliser forêt primaire. Donc en ce moment, il y a plein de conflits avec les chasseurs, les habitants dans les Ardennes, sur le fait de la labelliser forêt primaire, parce que ça suppose que justement de l'interdire de tout usage. Enfin bon, je referme un peu la parenthèse sur Francis Allais, mais c'est pour le présenter. Voilà, c'est un militant, alors c'est un botaniste, éminent botaniste, mais aussi un militant de la cause écologiste, et il fait une tribune dans Le Monde en 2020 intitulée Ne prenons plus les plantations d'arbres pour les forêts, et qui vise directement la forêt des Landes, puisqu'il dit suffirait-il qu'un terrain soit couvert d'arbres pour qu'on le puisse parler de forêt? Je ne le pense pas, et le public prend trop souvent les plantations d'arbres pour de véritables forêts. En France, par exemple, on parle de la forêt des Landes de Gascogne, alors que c'est une plantation de pins. Dans les deux cas, il s'agit d'arbres côte à côte, mais cela ne justifie pas de les confondre. Il est temps que cesse cette confusion entre deux ensembles d'arbres que tout sépare. Voilà. Alors en fait, la critique de Francis Allais, elle est tout à fait entendable d'un point de vue écologique. C'est-à-dire que d'un point de vue écologique, ça peut s'entendre. En effet, la forêt landaise, d'un point de vue de la biodiversité, est très pauvre. C'est un écosystème qui n'est pas très complexe. Je vous l'ai expliqué, voilà, c'est des plantations de pins maritimes qui sont avec un mode d'exploitation en rotation couperase, alors à 40-50 ans, mais qui se rétrécit justement plutôt à 30 ans aujourd'hui, 20-30 ans même. Donc voilà, c'est vraiment une forêt de production, et c'est aussi ce discours-là est assez emblématique de la critique écologiste sur la forêt des Landes. Sauf que, évidemment, il faut imaginer aussi la réception de ce discours par les sylviculteurs, vous voyez, qui se voient nier leur identité même de forestier, alors que ils habitent en forêt, revendiquent la forêt des landaises comme eh bien, leur espace de vie. Donc, évidemment, ça crée des conflits importants. Entre ce qui est considéré comme une élite intellectuelle et une population rurale qui se voit méprisée. Mais ça, vous devez sans doute connaître, puisque on retrouve un peu ces mêmes oppositions entre, par exemple, les chasseurs et les écologistes, par exemple. Euh, donc, cette critique scientifique sur laquelle... Et pourtant, Francis Allais s'appuie quand même sur une critique scientifique. Une critique scientifique des écologues donc là, je cite un article de trois écologues qui écrivent un article dans The Conversation, qui est une revue justement plutôt grand public, pour essayer d'alerter sur les risques de la structure pyrocène, c'est-à-dire qui propage le feu dans le massif des Landes. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Et ce que je vous disais tout à l'heure, qu'un feu peu sévère peut être avantageux. C'est bien de brûler de temps en temps une forêt, ça évite le risque de grands feux. Il faut de vieilles forêts, on l'a vu tout à l'heure, parce que les vieilles forêts, les forêts anciennes, maintiennent l'humidité. L'uniformisation des plantations de pins implique des risques de propagation du feu. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il faut créer de vastes coups-feu entretenus, ce qu'on pourrait appeler des lisières, finalement, avec des peuplements de nature différente. Mais des peuplements de nature différente sur l'ensemble de la forêt, pas seulement en bordure. Ça, c'est la différence par rapport au programme bocage. Les espèces feuillues sont moins inflammables, c'est ce que je vous disais, et il faut retrouver une biodiversité aujourd'hui érodée et fragmentée. Donc, ce qu'ils font, c'est vraiment un réquisitoire contre la forêt landaise, et ils montrent, voilà, des pistes d'amélioration d'un point de vue écologique, mais aussi en termes de protection de la forêt contre les risques incendies. Donc on le voit, quand la forêt brûle, eh bien, le pin devient un objet de discorde, et finalement cet incendie de 2022 peut être lu aussi au prisme de toute l'histoire de la forêt landaise. C'est-à-dire que depuis 1949, beaucoup de personnes ont été... Enfin, là en 2022, beaucoup de personnes ont été surprises
voilà, ont été prises par surprise par l'incendie, alors que pourtant, c'est une forêt qui, justement, brûle beaucoup, et avait brûlé énormément en 1949, sauf que, comme je vous l'ai montré, la plupart de la population qui habite dans le Sud-Gironde est une population récente, c'est-à-dire qui habite surtout depuis les années 80-90 dans le Sud-Gironde, et donc n'a pas la mémoire, la mémoire du feu. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une coupure dans la transmission des mémoires du risque incendie, et qui a ressurgi en 2022. Donc ça aussi, d'un point de vue de la transmission de mémoire, c'est très intéressant. Par exemple, en Corse, ils n'ont pas du tout le même rapport. Ils savent très bien que s'il y a un incendie, il faut aller en haut de la colline, exactement à cet endroit précis, parce que c'est l'endroit où ils ne seront pas touchés. En forêt landaise, pas du tout. C'est pas du tout le même rapport à la forêt. Et donc ce feu de 2022, en fait, rappelle aussi eh bien, toute l'histoire conflictuelle qu'il y avait en fait dès le début contre le feu. Qu'en fait, c'est une forêt qui s'est construite contre le feu des bergers au XIXe siècle, parce que quand eh bien, quand il était décidé de boiser massivement ce massif, eh bien, les bergers se sont opposés. Évidemment, ils se sont opposés puisque les pins venaient remplacer le pastoralisme, et donc il y avait des incendies de la part des bergers contre les pins au XIXe siècle. Donc finalement, cette forêt landaise s'est toujours construite bien, contre le feu, dès le départ, sauf qu'aujourd'hui, dans le cadre du changement climatique, eh bien, on a une multiplication des risques, il y a de plus en plus de sécheresse, et on sait qu'il va y avoir de plus en plus de risques. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir une forêt qui se construit contre le feu, se fait au détriment de populations à risque. Et ce qui se joue finalement autour de ces différents conflits dont je vous ai parlé, c'est le tabou finalement d'une forêt non productive. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une forêt qui ne sert pas uniquement la production de bois? Et ça, ce débat-là a été, je veux dire, entrouvert en 2022, et la filière bois a essayé justement de répondre aux critiques écologistes par des mesures comme le programme Bocage, dont je vous ai montré, mais qui répond finalement avec un voile pudique, je dirais, sur le problème de la plantation en elle-même. Donc voilà, on a mené la recherche, on a lancé ça avec le maire de Belin-Beulier, c'était super. J'accélère un peu, parce qu'il est déjà midi. Alors, d'un point de vue national, comme c'est grand... Là, je vais aller un peu vite. Hein. Comme c'est d'un point de vue... Alors, ça, là, j'ai surtout parlé à l'échelle régionale. Voilà comment s'est structuré le débat public à l'échelle régionale. À l'échelle nationale, comme les incendies ont vraiment eu une résonance très importante, il y a eu des lois qui sont passées, et notamment ce qu'on appelle les lois OLD, les obligations légales de débroussaillement, qui reprend toujours le même principe de la lisière, hein, qui est de laisser un espace nu, vacant. Et donc là, vous avez ce petit schéma qui vous explique qu'il faut débroussailler 50 mètres autour de sa maison. Donc, mais tout le monde n'a pas un jardin de 50 mètres ce qui fait, autour de sa maison, ce qui fait qu'il faut aller débroussailler chez le voisin. Alors, dans un pays comme la France qui porte la propriété privée, j'allais dire au-dessus de tout, c'est très compliqué en fait. Et donc ces obligations sont finalement assez facultatives. Il y a pas mal de difficultés dans l'application de ces OLD. Mais bon voilà, il y a un cadre déjà national qui est proposé du point de vue d'un autre rapport justement à la forêt. Mais bon, je pourrais développer un peu plus sur les OLD. Donc une des critiques qui est souvent faite aux OLD, c'est que cette obligation finalement repose sur la vertu du bon citoyen qui serait informé qu'il faut débroussailler. Mais il n'y a pas pas vraiment de sanctions, en tout cas qui sont mises en application de ces OLD, et ça repose voilà sur la responsabilité de chacun. Donc à cette politique des OLD, là alors juste je finis, vous regardez là sur ce schéma, en fait ça reprend un peu le schéma de ce qu'on appelait traditionnellement l'érial, qui est en fait un schéma qui est l'habitat traditionnel dans les Landes. Vous avez une maison au milieu d'une clairière justement, et en fait il y a beaucoup de maisons traditionnelles dans les Landes qui ont été sauvées des incendies parce qu'ils étaient toujours dans cette configuration avec une clairière autour, ce qui fait que le feu s'est arrêté bien en bordure de clairière. Donc, comme quoi les anciens avaient déjà pensé aux OLD bien avant les incendies de 2022.
Donc à cela, il y a une politique d'information, on pourrait dire, avec la météo des forêts qui existe depuis 2022, enfin 2023, oui. Et voilà, donc ça c'est les politiques, on pourrait dire, d'aménagement de la forêt. Et moi, ce qui m'a intéressé, et là c'est ce qui m'intéresse un peu là en ce moment, c'est comment les incendies, les grands incendies de 2022 sont aussi le marqueur d'un tournant du modèle économique et politique de la forêt landaise. Et en fait, ce que j'ai observé, juste après les grands incendies, bah, c'est l'arrivée justement de nouveaux acteurs en forêt et d'acteurs qui viennent de la sphère financière. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, justement, il y a un entremêlement d'acteurs financiers avec des enjeux plus environnementaux. Donc là, je vais aller un peu vite, mais il y a une loi en 2023 qui a justement favorisé l'arrivée des acteurs de l'assurance par la financiarisation du risque feu de forêt. Euh, Là, je vais aller un peu vite parce que si je rentre dans le détail, ça va être trop long. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de voir comment justement ce capitalisme landais, qui est un modèle, on va dire, plutôt qui était contrôlé plutôt par une bourgeoisie terrienne, c'est-à-dire comment ce modèle économique qui est reposé sur la valeur foncière du bois, eh bien, est en train de passer à un autre modèle où finalement ce modèle économique repose davantage sur une valeur assurantielle, c'est-à-dire que on a différents acteurs de la finance qui commencent à posséder de plus en plus la propriété landaise, et pour différentes raisons. Alors, le premier acteur financier, on pourrait dire, c'est les assurances, qui justement arrivent massivement après les incendies et qui créent un marché du risque feu de forêt grâce à la loi de juillet 2023. Puisqu'à partir, justement, cette loi de juillet 2023 rapidement en fait fait que l'État délaisse son rôle d'assureur en dernier ressort, c'est-à-dire que l'État n'est pas là pour assurer les propriétaires et leur demande de se tourner plutôt vers les acteurs de la finance. J'ai dit ça de façon un peu globale, voilà, vers les marchés de l'action, et en particulier AXA d'ailleurs, qui est très implanté en forêt landaise. Et donc ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt un déclin de ces fameux petits propriétaires terriens au profit de nouveaux banques, assurances, qui montent en puissance. Mais ça remontait déjà avant 2022, mais pour moi, il me semble que 2022 est aussi un tournant, et de fonds d'investissement. Et de fonds d'investissement qui prennent la forme de ce qu'on appelle des groupements forestiers, et plus particulièrement ce qu'on appelle des GFI, groupements forestiers d'investissement, qui sont des acteurs qui ont été créés, qui ont été lancés en 2019. Est-ce que j'en parle juste après? Non. Bon, ces groupements forestiers d'investissement en fait prennent de plus en plus de place et sont en train de racheter énormément de forêts, notamment en forêt landaise. En fait, comme c'est une forêt qui est déjà très insérée dans les canaux économiques, c'est plus facile pour investir. Et donc, ce que j'essaie en tout cas, c'est des hypothèses de recherche là que j'ouvre pour la suite. C'est comment en fait la forêt landaise devient davantage un espace d'investissement pour les assurances, par exemple, sur la question du risque incendie, mais aussi pour ces fonds d'investissement dans le cadre du marché carbone et de la compensation écologique. Et là, pourquoi en fait ces gens investissent en forêt? C'est pas pour la valeur du pain maritime qui est transformé en palette de bois vendu à Amazon. Vous voyez, ça vaut pas grand-chose finalement ce bois de pain maritime. C'est parce qu'en fait aujourd'hui, il devient rentable de posséder de la forêt, d'en tirer un crédit carbone échangé à des pollueurs. Vous connaissez sans doute le principe du marché carbone, c'est-à-dire que les pollueurs sont obligés d'acheter des crédits carbone à ceux qui en ont. Et comment on fait pour avoir des crédits carbone? Eh bien, il faut posséder des puits de carbone, et la forêt est le meilleur puits de carbone qui existe, en tout cas identifié comme tel. Et donc, ça permet une compensation écologique. Et en fait, la forêt landaise, mais comme beaucoup d'autres forêts, devient le lieu d'investissement à ce titre-là. Et donc, on a un changement, en fait, de la propriété forestière qui se fait finalement assez rapidement, je trouve, mais à bas bruit, parce que personne n'en parle tellement. C'est localement, c'est ça qui est assez intéressant aussi. Il y a un peu une déconnexion entre le ressenti local et les chiffres. Et parce que je pense qu'aussi la figure du... je réfléchis en même temps, mais parce que je pense que la figure du propriétaire forestier n'est pas identifiée non plus localement. Là, par exemple, vous avez un accord
qui illustre tout à fait en fait cette bascule, c'est-à-dire que vous avez Orange, bon, c'est pas dit dans l'article, mais en fait qui est un pollueur, voilà, qui signe avec Alliance Forêt-Bois, donc premier gestionnaire de la forêt, eh bien un accord, donc on lui dit l'opérateur de télécommunications signe avec la coopérative forestière un contrat visant au reboisement de 175 hectares de forêt endommagés. Alors endommagés par quoi? Je ne sais pas, peut-être par les tempêtes ou l'incendie. C'était en 2021, donc c'était avant l'incendie. Objectif, compenser de 20% ces émissions de gaz à effet de serre incompressibles. Donc en fait, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Ils le font. Alors c'est ça qui est assez marrant, parce que c'est des démarches label bas carbone. En fait, les gens qui... En fait, finalement, c'est obligatoire pour un pollueur d'acheter des crédits carbone. Et en fait, quand ils respectent cette obligation, on leur donne un label bas carbone. Alors en fait, c'est juste qui respecte l'obligation d'acheter des crédits, d'être à l'équilibre au niveau des carbones, enfin de l'émission. Et donc là, par exemple, en fait, c'est très concret. Là, vous avez ce nouveau partenariat financier en fait qui se fait entre le représentant de la première coopérative forestière et là, un acteur voilà, identifié comme pollueur. L'opportunité de financer autrement que par la seule vente de bois, le reboisement. C'est ce que je vous disais exactement. En fait, là, on change de valeur. En fait. Là, c'est plus la même valeur qu'on donne à la forêt. Donc, on le voit, comme ça permet de conclure, l'incendie, finalement, n'est pas forcément lu comme une catastrophe, mais ça peut être... En écologie, on voit que le feu, ça permet de lever le tabou d'une forêt qui est non productive, puisque la sphère écologiste défend aussi le feu comme une façon de régénérer naturellement la forêt. Donc on voit que les grands incendies sont une manière aussi pour les écologistes de montrer de montrer les failles, on va dire plutôt de la gestion forestière hollandaise. En économie, on voit que l'incendie permet de constituer aussi un marché de la replantation dans les cadres de la compensation écologique, ce que je viens de vous expliquer avec les crédits carbone. Et en termes de finances et sur la question de la valeur assurantielle, en fait, on le voit avec la loi de juillet 2023, ça accélère finalement cet incendie, la mise en assurance de la forêt, puisque auparavant, la forêt hollandaise n'était pas assurée pour le risque incendie. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment le développement d'un marché du risque incendie qui est en train qui est assez rapide, et il y a de plus en plus de propriétaires justement qui souscrivent à ces risques, à ces assurances risque incendie. Mais là, c'est plus prévisible, parce que comme il y avait eu après la tempête Klaus en 2009 aussi des risques tempêtes, et donc qui ouvre aussi un nouveau marché assurantiel. Dans le monde, dans ce monde-là, pour revenir un peu au début, à qui la faute entre le lotissement et la forêt, finalement la périurbanisation est plutôt pointée du doigt comme la responsable par rapport à la forêt landaise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une poursuite de la périurbanisation. Là, par exemple, vous avez 2023, un lotissement qui continue à se construire à Landiras, mais je pense que vous avez entendu parler du zéro artificialisation net, donc qui vise à réguler l'urbanisation. Ça prend un écho particulier en forêt landaise. C'est-à-dire que politiquement, localement, on dit voilà, Lausanne va pouvoir permettre de réguler l'urbanisation et d'arrêter de construire en forêt. Et donc on va régler la question finalement du risque incendie par la régulation de l'urbanisation, par la mise en place de la loi ZAN. Dans un contexte où finalement on a une accélération du réchauffement climatique, de plus en plus de sécheresse et des températures élevées, ce qui fait qu'on sait qu'il y aura de nouveaux incendies. Pour l'instant, comme je vous dis, l'urbanisation est régulée. Alors, le Premier ministre a dit qu'on allait revoir la copie, donc je sais pas. Mais que le ZAN, justement, est plutôt perçu comme une réponse adaptée politiquement à la gestion des risques incendies. Ce qui fait que la filière bois poursuit en fait son modèle productiviste. Il est assez peu mis en cause après ces grands incendies. Et comme le dit justement le directeur général d'Alliance Forêt-Bois, c'est qu'une forêt gérée, c'est moins de risques incendie. Donc voilà, on voit que ce discours-là, pour l'instant, il reste toujours en fait le discours dominant dans la gestion forestière des Landes de Gascogne. Donc ça, c'est la bibliographie sur laquelle
je m'appuie. Et d'ailleurs, cette communication, je l'ai traduit par un article qui va paraître le mois prochain dans la revue Études rurales de l'EHESS. Et donc 3 lectures pour aller plus loin, un petit peu sur cette question-là. Donc, vous avez les Révoltes du ciel de Fressos et Locher, justement, qui permet d'avoir vraiment une dimension très historique sur... Enfin, il y a de grandes parties consacrées à la forêt, c'est vraiment très très intéressant. Sur Malm, sur la question entre la nature et la culture, ça aussi c'est très intéressant. Et la grande adaptation aussi sur justement les politiques d'adaptation et les marchés couvrent le discours de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est 3 lectures qui permettent aussi, enfin donc le Calendé résonne bien, je trouve aussi, avec ces trois lectures. Je vous remercie pour votre attention.